Paris, la ville lumière, mondialement connue pour son patrimoine architectural. Chaque jour, plus de 3 millions de personnes foulent les rues de la capitale, sans se douter que sous leurs pieds se cache une infrastructure gigantesque. Les égouts de Paris. Sous la surface, ce réseau tentaculaire se déploie sur plus de 2600 km de long, l'équivalent de la distance entre Paris et Moscou. Un univers caché et mystérieux, totalement inconnu des Parisiens. C'est une ville sous la ville et d'ailleurs sous chaque rue de Paris, vous trouvez un égout qui est visitable. L'impression que ça peut donner, c'est d'entrer dans les entrailles de la Terre. Comment s'organisent les canalisations dans les profondeurs de la ville? Jusqu'où vont-elles capter l'eau potable? À quoi ressemblent les usines et les réservoirs qui permettent de traiter et stocker l'eau bue par les Parisiens? Grâce à un accès inédit dans les souterrains de la ville lumière et à des images de synthèse, vous allez pénétrer dans les secrets des égouts, où chaque jour transitent près de 6,5 millions de mètres cubes d'eau usée, l'équivalent du volume de 70 piscines olympiques par heure. Une infrastructure immense et des équipements hors normes et uniques au monde. Sous terre se cachent des chasses d'eau géantes, des réservoirs gigantesques et même des bateaux-vannes vieux de plus d'un siècle. Les égouts font incontestablement partie du patrimoine technique urbanistique parisien. Il y a un savoir-faire, il y a des ouvrages et des engins extrêmement perfectionnés qui ont traversé les âges. De sa création au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, vous allez plonger dans l'histoire de ce réseau qui s'est transformé au fil du temps. Vous allez tout comprendre des techniques innovantes mises au point pour lutter contre les fortes pluies et le risque de crue et pour dépolluer les eaux en un temps record. Aujourd'hui, avec des techniques accélérées, on arrive à traiter en quelques heures les eaux usées sur le site de l'usine. De la récupération des eaux usées à leur traitement de dépollution, en passant par l'acheminement de l'eau potable, vous allez découvrir une logistique et des ouvrages exceptionnels qui combinent patrimoine historique et modernité. Une plongée inédite au cœur des intestins de la capitale. À Paris, chaque jour, plus de 2 millions d'habitants tirent leur chasse d'eau, font leur vaisselle, lavent leur linge ou encore prennent leur douche. Toutes ces eaux domestiques finissent leur course dans les égouts. Soit plus de 6,5 milliards de litres d'eau usée qui doivent être évacués par jour. L'équivalent du volume de 70 piscines olympiques se déverse ainsi chaque heure dans cette infrastructure invisible, mais titanesque. Les égouts forment en effet un réseau tentaculaire qui reproduit presque à l'identique l'agencement des rues et des boulevards en surface. En tout, 2600 km de galeries serpentent le sous-sol parisien. Mis bout à bout, les égouts sont donc aussi longs que la distance entre Paris et Moscou. Cette infrastructure hors du commun remplit plusieurs missions. En plus de collecter les eaux usées, les galeries recueillent les eaux de pluie afin de lutter contre l'inondation des rues parisiennes en cas de forts orages. Le réseau joue également un rôle vital dans l'alimentation d'eau potable de Paris. Les galeries souterraines abritent près de 2000 km de canalisation d'eau potable qui desservent toutes les habitations des Parisiens. Cette eau, une fois utilisée, reprend son chemin vers les égouts situés à seulement 3 mètres sous la surface. Chaque immeuble parisien possède ainsi une sortie d'évacuation unique, raccordée à un premier égout dit élémentaire, qui mesure environ 1,30 m de large. Ce premier maillon du réseau rejoint ensuite un collecteur secondaire. Celui-ci se déverse à son tour dans un collecteur principal de 4 à 6 mètres de diamètre, situé sous les grands boulevards parisiens. On prend imager le système qu'on trouve dans la nature avec une source, un petit ruisseau qui tombe dans une petite rivière, puis dans un fleuve, puis dans la mer. Nous, c'est exactement le même principe qu'on a avec les égouts élémentaires où on collecte les eaux usées de façon unitaire. Ça tombe dans des collecteurs et la mer, on peut la schématiser comme la station d'épuration. Le réseau d'égouts a pour mission d'évacuer toutes les eaux usées de plus de 2 millions de Parisiens, 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Tous les jours, pour entretenir ce réseau caché, les agents de la ville de Paris se rendent dans les égouts. Les égoutiers accèdent au souterrain en passant par l'une des 20 000 bouches d'égouts réparties sur les trottoirs de la capitale. Chacune pèse plus de 80 kg. Sous les pavés se dévoile un lieu confiné où règne l'obscurité et l'humidité. Un Paris caché et mystérieux, totalement méconnu de la plupart des Parisiens. En apparence, le réseau d'égouts ressemble à un labyrinthe constitué de ruelles et de passages étroits. Et pourtant, cette immense infrastructure est en quelque sorte un miroir des rues en surface. Chaque rue, chaque avenue et chaque boulevard parisien possède son équivalent souterrain en égout. Ce maillage de plus de 2600 km permet à chaque immeuble parisien d'être raccordé à un seul et même réseau. Donc ici, on se situe rue d'Alésia. Donc vous voyez, ici, les égoutiers posent des plaques. Ça nous permet de nous repérer. Et ce que vous retrouvez en surface, vous l'avez aussi en égout. Donc ici, on peut savoir qu'on est au 61, 63. Vous avez les deux sorties d'immeubles. Là, vous voyez, c'est certainement une chasse d'eau où il y a eu un rejet de la partie d'immeuble et on le collecte. Paris compte au total 100 000 branchements de ce type qui relient les immeubles au réseau d'égouts. Les eaux usées de chaque immeuble parisien se rejoignent ainsi dans un tuyau d'évacuation unique qui arrive directement dans les égouts. À Paris, près de 300 égoutiers sont chargés d'assurer le bon écoulement de ces eaux usées. Ils sillonnent quotidiennement les entrailles de la capitale pour entretenir ce gigantesque réseau. Ces galeries font partie du patrimoine historique de Paris. Elles ont été conçues il y a plus de 150 ans. Au début du 19e siècle, l'évacuation des eaux sales est assez rudimentaire. Si bien qu'en cas de forte pluie, les eaux usées pouvaient envahir et empester les rues d'une odeur nauséabonde. Paris, c'est une ville qui vit au rythme de la Seine. La Seine qui pouvait remonter en période de crue à travers les caves, à travers les égouts et en venir à se répandre dans les rues et répandre avec elle les déchets, les immondices et tout ce qu'il y a de plus dégoûtant dans l'environnement urbain. Car au début des années 1800, Paris compte seulement quelques dizaines de kilomètres d'égouts. Il y avait très peu d'égouts. Et qui pliait, ces égouts étaient mal conçus et mal entretenus. Bon, le tableau final, c'est une ville, pour reprendre une expression d'un habitant, qui était désagréable à l'odorat et à la vue. La mauvaise évacuation des eaux usées entraîne plusieurs épidémies de choléra qui emportent des milliers de Parisiens. La situation ne peut plus durer. La révolution de l'assainissement démarre avec l'arrivée de Napoléon III et du préfet Haussmann. La ville entame alors une mutation sans précédent, en surface, mais également en profondeur. Il fallait sortir les eaux usées des rues qui étaient à ciel ouvert et donc pour faire rentrer ces eaux sales et les faire en fait quelque part disparaître de la ville au profit d'une ville propre et de promenade avec des arbres et tout ce qui va bien dans une ville moderne pour l'époque. Pour donner à Paris son statut de ville-lumière, il faut à tout prix assainir ses rues. L'égout tient une place importante. Il s'agit non seulement d'avoir une grande ville belle, lumineuse, mais aussi une ville propre. Et l'égout participe à fond de ce projet urbanistique qui est également un projet politique. Assainir Paris. Le préfet Haussmann confie cette ambitieuse mission à Eugène Belgrand, un ingénieur visionnaire des ponts et chaussées. L'objectif de Belgrand est d'évacuer les eaux sales à travers un gigantesque réseau d'égouts souterrains. L'idée de Belgrand, ça a été vraiment d'enterrer, de développer un urbanisme souterrain beaucoup plus développé qu'auparavant, des galeries souterraines qui collectent des quantités d'eau beaucoup plus importantes et qui finalement développent la ville sur 2 niveaux. Et ça comporte une grande dimension utopique. Pour mener à bien leur mission, Haussmann et Belgrand entament des travaux titanesques. Une à une, toutes les rues de Paris sont éventrées pour pouvoir creuser les galeries souterraines. Les travaux vont durer plusieurs décennies
et changer à tout jamais le visage de la capitale. Lors de la conception de cette immense infrastructure souterraine, Eugène Belgrand révolutionne l'assainissement parisien. Pour drainer les effluents de la capitale, il imagine un gigantesque réseau d'égouts qui recueille à la fois les eaux usées des habitations, mais également les eaux de pluie. L'ensemble s'écoule ensuite de manière gravitaire vers le nord-ouest de Paris, en suivant les pentes naturelles de la ville. Donc, le principe gravitaire, c'est l'idée que le système doit fonctionner de façon automatique, toute seule, sans action mécanique, donc sous l'effet de la pesanteur. Et comme ça, on évite, par exemple, les pompages, qui est un système à la fois très onéreux du point de vue économique et aussi difficile à entretenir. Autre particularité unique au monde, les galeries sont entièrement visitables et les égoutiers peuvent y circuler librement. Où Belgrand a été visionnaire, c'est qu'il a dimensionné ses ouvrages en pensant, à l'époque, donc il a vu juste que Paris allait se développer et allait rayonner sur le monde. Donc il a fait dès le début des grands égouts dans lesquels on pouvait descendre, ce qui justement facilitait les travaux d'entretien, puisque quand une canalisation est bouchée, c'est des gros travaux en surface. Avec les égouts, on peut descendre directement dedans, intervenir et trouver la cause du problème. En quelques décennies, Belgrand et ses successeurs accomplissent des travaux pharaoniques. Ils font construire des centaines de kilomètres d'égouts permettant de drainer en toute discrétion les eaux de pluie ainsi que les eaux usées des Parisiens. Mais ce n'est pas tout. Pour entretenir ce réseau colossal et éviter les accumulations de matière, Belgrand a une idée très originale. Il imagine un système spectaculaire et unique au monde. Des wagons et des bateaux capables de circuler dans les galeries et de racler le fond des égouts. Aujourd'hui encore, les égoutiers descendent ces immenses engins dans les collecteurs principaux de la ville. Un bateau-vanne pèse près de 7 tonnes et mesure 10 mètres de long sur 2 mètres de large. L'opération est délicate. Elle se fait de nuit pour perturber le moins possible la circulation. 6 heures sont nécessaires pour descendre le colosse. Une fois dans l'égout, l'opération de curage peut commencer. Lorsque le bateau arrive devant un amas de matière, il est bloqué. Les égoutiers descendent alors la vanne. Le bateau, amarré au moyen de chaînes, va monter sous l'effet de l'accumulation de l'eau qui arrive par l'arrière. Une fois le niveau d'eau suffisant, la vanne est relevée d'un coup sec. Cette grande quantité d'eau permet alors de dégager les dépôts et de les faire avancer dans le réseau. Le bateau circule ainsi dans le collecteur et s'arrête à chaque fois qu'un ensablement est constaté ou qu'un objet insolite bouche le passage. Alors on peut parfois retrouver dans les collecteurs, ça peut être des brouettes, des chantiers qui ont été oubliés, des parpaings, on retrouve des pneus de voiture, des grilles d'arbres, vous savez, les grilles qui sont autour des arbres à Paris. Comment ça arrive dans l'égout, on ne sait pas, mais c'est souvent qu'on en retrouve. En activité depuis les années 1920, ces bateaux-vannes uniques au monde font partie du patrimoine historique des égouts de Paris. On a essayé énormément de choses. Dans les ouvrages de grande dimension où le courant d'eau est important, on n'a jamais trouvé mieux à ce jour que les bateaux-vannes conçus à l'époque. Pendant plusieurs mois, les égoutiers font progresser une dizaine de bateaux-vannes dans le réseau des collecteurs principaux. Une manœuvre très difficile dans un environnement bruyant qui nécessite la collaboration de 7 agents ainsi qu'une attention de tous les instants. Chaque personne tourne au fur et à mesure de la prestation parce que les chaînes, par exemple, à l'arrière du bateau, ça pèse 80 kg. Donc, arrive un moment, c'est quand même relativement physique, même de tourner les vannes, ça paraît pas, mais c'est super dur. Les agents qui utilisent les bateaux-vannes utilisent un engin qui pèse 5 tonnes et avec une poussée de l'eau très forte. Si jamais il faut une fausse manœuvre et que le bateau s'en va, les êtres humains ne pourront pas l'arrêter. Et donc, ils ont une vraie technicité. Depuis un siècle, ces imposants bateaux-vannes naviguent ainsi dans les entrailles de la capitale. Au fur et à mesure de son avancée, à raison de 30 mètres par jour, le bateau-vanne pousse les matières jusqu'à des bassins de dessablement.
Près d'une centaine de réservoirs de ce type ponctuent les grands collecteurs situés sous les boulevards parisiens. Ces grands réservoirs de sable, régulièrement, on les met à sec, on les vide et après on envoie tous ces sables en traitement de déchets. Tout ça étant fait pour garder un réseau de qualité acceptable et qui fonctionne hydrauliquement. Chaque année, les bateaux-vannes déblaient près de 6000 mètres cubes de sable, soit presque l'équivalent du volume de 2 piscines olympiques. Grâce au génie visionnaire de son concepteur, à ses grandes dimensions et à un entretien régulier, le réseau d'assainissement de Paris a pu traverser plus d'un siècle d'histoire. Les hommes qui travaillent aujourd'hui dans les égouts effectuent encore certaines manœuvres que réalisaient leurs confrères il y a une centaine d'années. En revanche, leur équipement de protection s'est modernisé, car intervenir dans les égouts n'est pas sans risque. Dans le milieu obscur et confiné des égouts, le principal danger est invisible. Il arrive par endroits que les matières solides s'accumulent et se décomposent pour former des gaz potentiellement mortels. L'un des plus dangereux est l'hydrogène sulfuré, produit par la décomposition des matières organiques. Mais on retrouve également du monoxyde de carbone ou encore du méthane, un gaz très explosif. Avoir les bons réflexes en cas de présence de gaz est vital. Les professionnels amenés à travailler dans les égouts doivent parfaitement maîtriser leur matériel de protection. Pour cela, ils effectuent régulièrement des exercices de simulation. Un boîtier permet de détecter la présence d'un gaz anormal et déclenche alors une alarme. Pour se protéger de ce gaz potentiellement mortel, les agents doivent s'équiper au plus vite de masques afin de préserver leur voie respiratoire. Équipés avec leur masque autosauveteur, donc ils ont en gros 30 minutes d'autonomie théorique pour évacuer, donc ça leur laisse largement le temps de sortir d'un égout. Ces masques d'urgence contiennent une réserve d'oxygène comprimée dans un petit compartiment. Dès la mise en place du masque, l'oxygène est libéré et permet au porteur de commencer à respirer en circuit fermé, sans apport d'air extérieur et en toute sécurité. Ces masques sont une véritable innovation qui permet aux agents de survivre en cas de présence de gaz mortel. Matière en suspension, gaz, bactéries et champignons, les dangers sont multiples. L'ennemi numéro 1 de l'égout, c'est les gaz qu'on peut rencontrer, les gaz et le risque bactériologique. Parce que vous imaginez bien que vous évoluez dans un grand tuyau où il y a des excréments, où il y a des choses vraiment, des immondices et des choses horribles. Et quand vous respirez ça, vous êtes en contact avec ça, voilà, c'est pour nous le plus grand risque. Ça reste un métier extrêmement difficile. Aujourd'hui, les égoutiers ne sont pas les seuls à intervenir dans les intestins de la capitale. De nombreux techniciens parcourent les galeries souterraines. Car les égouts ne se contentent pas d'évacuer les eaux usées. Ils servent également de galeries techniques en accueillant le réseau Internet et les câbles d'alimentation des feux de signalisation. Mais plus étonnant encore, ils hébergent l'intégralité des canalisations d'eau potable de la ville. Ces canalisations d'eau potable sont installées au plafond des galeries souterraines. Au total, ce sont 2000 km de tuyaux qui parcourent les égouts et alimentent chaque immeuble parisien. Un réseau parallèle conçu et imaginé au même moment que la création du réseau d'égouts moderne, il y a 150 ans. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, certains Parisiens s'approvisionnaient encore en eau directement dans la Seine. Mais à l'époque, les eaux du fleuve sont souillées. Étant donné que la Seine sert de tout à l'égout, eh bien l'eau du fleuve est extrêmement polluée. Et Marivaux, dans le cadre d'un débat sur l'eau de la Seine, à la veille de la Révolution, aura cette phrase percutante mais juste: les Parisiens jettent leur pot de chambre dans leur carafe. Si les Parisiens les plus désœuvrés se procurent de l'eau directement dans la Seine, d'autres plus aisés font appel à des porteurs d'eau qui prélèvent une eau souterraine de meilleure qualité dans des fontaines publiques. Mais l'eau disponible n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des Parisiens. Au milieu du XIXe siècle, le préfet Haussmann a donc l'idée d'aller puiser de l'eau plus saine hors de la capitale. Eugène Belgrand, alors en charge de la création du réseau d'égouts,
a aussi pour mission d'acheminer cette eau potable au cœur de Paris. Pour ce faire, il va imaginer un réseau tentaculaire et entièrement connecté. L'ingénieur identifie d'abord plusieurs sources d'eau dans un rayon de 150 km autour de la ville. Mais une fois ces eaux souterraines puisées, encore faut-il les transporter jusqu'à Paris. En s'inspirant des Romains, Belgrand fait construire un vaste réseau d'aqueducs permettant d'acheminer l'eau sur de très longues distances. Dans ces structures hors normes, l'eau suit la pente naturelle qui la mène jusqu'au creux du bassin parisien. Elle s'écoule ainsi par simple gravité, depuis sa source jusqu'aux portes de la capitale. Ensuite, l'eau circule dans des canalisations qui empruntent le réseau d'égouts. Le principe de Belgrand, c'est celui de la gravité. C'est-à-dire que l'eau arrive à Paris parce qu'elle part d'un point plus haut que celui auquel elle arrive. Tout ça en utilisant la topographie du bassin parisien. Donc c'est quand même à la fois très pertinent et surtout parfaitement résilient puisque le système, c'est encore celui qu'on utilise pour la moitié de l'eau qui est consommée à Paris actuellement. Ce chantier pharaonique, réalisé en parallèle de l'aménagement des égouts parisiens, durera près d'une quarantaine d'années. Les travaux s'achèveront bien après la mort de Belgrand, au début du XXe siècle. L'œuvre accomplie par Belgrand et ses successeurs est remarquable. Au total, 470 km d'aqueducs sont construits. Aujourd'hui, les ouvrages transportent l'eau prélevée dans une centaine de points de captage tout autour de Paris. Ensuite, l'eau potable est acheminée au domicile des Parisiens en empruntant près de 2000 km de canalisation installés dans le réseau d'égouts. À l'époque de sa conception, à la fin du XIXe siècle, ce réseau unique qui achemine à la fois les eaux usées et les canalisations d'eau potable est une véritable innovation. Alors, ce qui est assez remarquable avec le système conçu par Belgrand, eh bien, c'est sa longévité, puisque le réseau qu'exploite aujourd'hui Haute-Paris est concrètement le réseau conçu, aménagé par Eugène Belgrand et ses successeurs. Aujourd'hui encore, les galeries d'égouts jouent un rôle indispensable dans la distribution d'eau potable dans la capitale. Ce réseau commun présente un énorme avantage. Les canalisations sont accessibles depuis les égouts. En cas de fuite, ou tout simplement pour entretenir le réseau, Paris n'a pas besoin d'éventrer ses trottoirs, ni de perturber sa circulation. Il suffit aux agents d'eau de Paris de se rendre directement dans les égouts. Le réseau de canalisation d'eau potable est installé au plafond. L'eau circule dans près de 2000 km de tuyaux qui suivent le chemin des égouts et alimentent l'ensemble des immeubles parisiens, mais aussi les bouches à incendie des pompiers. Parfois, il arrive que certaines canalisations présentent des fuites. Elles doivent alors être remplacées. Malgré la proximité entre le réseau d'eau potable et les eaux usées, le risque de contamination est nul. La conduite, elle est vraiment sous pression et sur toute sa longueur. Il n'y a pas de point faible. On est sûr et certain qu'il n'y aura rien qui rentrera dans la conduite. Aucun corps étranger qui rentrera dans la conduite. L'eau est le bien de consommation le plus surveillé de France. À Paris, elle fait l'objet de plus d'1 million de mesures de contrôle par an. Et ce, tout au long de son trajet, bien avant son arrivée dans les égouts. Tout est fait pour assurer à l'eau une qualité irréprochable. Car avant d'être acheminée via les égouts pour arriver au domicile des Parisiens, l'eau subit une batterie de traitement. Comme ici, dans l'usine de potabilisation de l'Haÿ-les-Roses, au sud de Paris. La gigantesque installation recueille les eaux souterraines en provenance de la région de Sens. Cette usine ultramoderne produit chaque jour 110 000 mètres cubes d'eau, soit environ 1/5 des besoins de la capitale en eau potable. À son arrivée, l'eau paraît claire. Elle est pourtant chargée de nombreuses substances invisibles à l'œil nu, mais potentiellement dangereuses pour la santé. On a déjà une eau claire, mais elle n'est pas suffisamment limpide pour être considérée comme potable.
Elle va contenir en fait des matériaux, des minéraux des sols, mais également des bactéries, des parasites. Ce sont ces éléments-là qu'on va chercher à éliminer sur l'étape de traitement, en plus de l'élimination aussi des pesticides. La première étape du traitement consiste à faire passer l'eau dans d'immenses bassins chargés de poudre de charbon. Très poreux, le charbon actif va attirer tel un aimant de nombreuses particules en suspension comme les résidus de pesticides. L'eau est ensuite débarrassée de ces substances par décantation. Puis elle est aspirée pour être envoyée vers la deuxième phase de dépollution. L'eau arrive alors dans cette immense salle. Elle est envoyée sous très haute pression dans l'un de ces modules blancs. C'est l'étape d'ultrafiltration. L'ultrafiltration, c'est ni plus ni moins qu'une filtration mécanique, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'image d'un tamis ou d'un filtre à café, comme on peut filtrer le café. Mais là, on va être sur une maille très très fine, hein. On est sur 0,01 micron. C'est-à-dire qu'on va venir piéger toutes les particules qui sont plus grosses que cette taille de 0,01 micron. Chacun de ces modules contient une centaine de tubes. Ces tubes sont composés de membranes percées de trous d'un diamètre de 0,01 micromètre, soit 10 000 fois plus petits que les pores de la peau. Bactéries, virus, parasites, aucun organisme ne résiste à cette barrière. L'ensemble de cet atelier d'ultrafiltration représente une surface de 66 000 m². C'est-à-dire qu'on a des procédés qui sont très concentrés. C'est-à-dire si on voulait les construire avec une autre technologie, il faudrait prendre l'équivalent dans cette salle membranaire de à peu près 60-70 terrains de foot, ce qui est considérable. Après cette étape, l'eau est pratiquement potable. Elle a été débarrassée de toutes ces substances indésirables, mais conserve ses qualités minérales. Il ne reste plus qu'à lui ajouter une infime quantité de chlore, qui lui permettra de maintenir sa qualité pendant toute la durée de son stockage et de son transport. Une étape indispensable avant d'emprunter les canalisations qui sillonnent le gigantesque réseau d'égouts parisiens. Aujourd'hui, la moitié de l'eau bue par les Parisiens provient de sources souterraines qui sont traitées dans des usines de potabilisation situées à proximité des aqueducs. L'autre moitié est puisée dans les eaux de surface de la Marne et de la Seine, elles aussi traitées dans des usines aux portes de la capitale. En multipliant ainsi les sources d'approvisionnement, Paris peut répondre à tous les besoins des Parisiens. Ça permet au système d'être extrêmement robuste et résilient et de permettre de résister en cas de crise, puisqu'on a 5 vecteurs différents, 3 d'eau souterraine et 2 vecteurs d'eau de surface, la Marne et la Seine, qui permettent de produire plus de 2 fois la capacité, le besoin quotidien des Parisiens. À la sortie des usines de potabilisation, l'eau n'a pas fini son parcours. Avant d'emprunter le tentaculaire réseau d'égouts et d'être acheminée au robinet des Parisiens, elle est d'abord stockée dans l'un des 5 principaux réservoirs de la ville. D'immenses bassins couverts, dont l'un des plus emblématiques se situe dans le 14e arrondissement. Sous cette prairie de 3 hectares, soit l'équivalent de 4 terrains de football, se cache l'un des plus importants réservoirs d'eau de la capitale, le réservoir Montsouris. À l'abri des regards, ce bassin unique au monde est préservé de la lumière et de la pollution afin de conserver toutes les qualités de l'eau. Un lieu stratégique et sensible, interdit au public et inconnu de la plupart des Parisiens. Cet édifice monumental est composé de 2 étages où se déploient 4 compartiments superposés sur une surface totale de 254 mètres de long et 125 mètres de large. L'ensemble comporte des centaines de piliers permettant de soutenir une multitude de voûtes et d'arcades sur les 2 niveaux du réservoir. Ce chef-d'œuvre d'architecture a valu à l'ouvrage le nom de cathédrale de l'eau. Un bâtiment exceptionnel, lui aussi hérité d'Eugène Belgrand, qui a pensé et conçu ce réservoir en parallèle de la construction du réseau d'égouts. L'architecture de ce lieu est tout à fait remarquable. Les réservoirs inférieurs présentent une hauteur de l'ordre de 7 mètres, alors que les supérieurs de l'ordre de 5 mètres.
1800 piliers constituent vraiment l'ossature structurelle de cet ouvrage, ce qui constitue une prouesse architecturale et technique pour l'époque. Les eaux souterraines en provenance des aqueducs arrivent dans ce premier bâtiment situé au-dessus du réservoir de Montsouris. Chaque jour, l'équivalent du volume de 67 millions de bouteilles d'eau jaillit au sein de cet édifice. On peut y lire les noms des sources qui l'ont alimenté au cours du temps. L'eau est ensuite distribuée dans les différents compartiments du réservoir, où elle conserve la température de leur source de 12 degrés. Le niveau d'eau varie en fonction de l'heure de la journée et de la demande. Le niveau du réservoir de Montsouris est un réservoir, d'une manière très générale, qui connaît un pic de consommation tous les matins entre 6h et 8h, hein, au moment où les gens se lèvent, font leur toilette, et consomment donc de l'eau potable. Une fois le pic de consommation passé, le réservoir se vide graduellement au cours de la journée, avant d'être à nouveau rempli dans la nuit via d'immenses vannes conçues sur mesure pour l'édifice. L'eau qui sort du réservoir Montsouris arrive ensuite directement dans les canalisations d'eau qui serpentent à travers les égouts de la capitale. Chaque immeuble reçoit ainsi une eau acheminée en toute discrétion depuis les galeries souterraines situées sous les trottoirs. Pour anticiper les demandes, le réseau est équipé de milliers de capteurs répartis sur l'ensemble du parcours de l'eau, de sa production à sa distribution, via les égouts parisiens. Chaque jour, ces capteurs collectent des millions de données qui sont analysées en temps réel dans un centre de pilotage. Dans une salle ultra sécurisée, les agents coordonnent à distance le stock d'eau potable distribué dans la capitale. Ils ont une vision en temps réel de l'ensemble du réseau, y compris les 2000 km de canalisation d'eau qui circulent dans les galeries d'égouts de la ville. Au sein de cette tour de contrôle, ces aiguilleurs de l'eau, les dispatchers, se relaient 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des Parisiens. Ici, nous traitons 19 000 variables, c'est-à-dire des millions de données par jour, et nous pouvons agir sur une bonne partie des installations à distance. Et les dispatchers agissent au quotidien pour ouvrir des vannes sur les réseaux pour remettre de la pression, pour monter l'eau dans les réservoirs, pour permettre un meilleur stockage. Et l'unique but, c'est de garantir la distribution aux Parisiens à tout moment, 24 heures sur 24. En plus d'assurer une distribution continue d'eau potable, les agents doivent également garantir une pression constante à la sortie du robinet des Parisiens, au minimum 2,5 bars. Pour les quartiers les plus bas de Paris, cette pression est assurée naturellement depuis les réservoirs situés dans les points hauts. C'est de l'eau qui arrive directement de façon gravitaire, c'est très développement durable finalement parce qu'on ne met pas d'énergie motrice pour pousser l'eau et pour garantir la pression. À Paris, la plupart des réservoirs sont situés sur les hauteurs à environ 25 mètres d'altitude. À leur sortie, l'eau est délivrée à une pression de 2,5 bars dans les canalisations situées dans le réseau d'égouts. Cette pression est suffisante pour alimenter les immeubles des quartiers les plus bas de Paris, et ce jusqu'au 7e étage. Chaque jour, près de 500 millions de litres d'eau sont ainsi distribués dans tout Paris. En plus de la gestion de l'eau potable, l'agence Eau de Paris assure également la distribution d'eau non potable dans la capitale. Cette eau est prélevée dans la Seine et le canal de l'Ourcq. Une fois filtrée de ses débris végétaux, l'eau brute emprunte près de 1700 km de canalisation, elles aussi acheminées via le réseau d'égouts parisien. Un système très ingénieux, une fois encore imaginé par Eugène Belgrand. Le réseau d'égouts parisien possède ainsi la particularité d'héberger un double réseau souterrain qui permet de fournir de l'eau potable et de l'eau non potable. Ce réseau d'eau non potable, unique au monde, permet d'arroser les jardins et alimente les fontaines décoratives.
Cette eau non potable joue également un rôle primordial dans l'entretien des trottoirs et des rues de la ville. Tous les matins, des équipes de la propreté ouvrent les bouches de lavage. Plus de 17 000 vannes de ce type sont réparties dans tout Paris. Cette eau permet de dégager les caniveaux, entraînant au passage les feuilles et autres détritus. Ces bouches de lavage alimentent également les camions de nettoyage. Quand on est touriste à Paris, on est souvent étonné, je pense, de voir de l'eau couler le long des trottoirs. On se demande un peu à quoi ça sert, on pense sans doute que c'est du gâchis, un gaspillage. Et depuis quelques années, avec Twitter, on est souvent interpellé sur le fait que c'est inadmissible, alors que c'est une ressource qui est précieuse et rare, de gâcher de l'eau potable, etc. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'eau potable, il s'agit d'eau directement pompée, soit dans le canal de l'Ourcq, soit dans la Seine. Donc c'est quand même très écologique. Et l'eau, elle n'est pas perdue, elle finit dans les égouts et elle participe justement à l'évacuation des eaux usées. L'ensemble des rues parisiennes est en pente. Toutes les eaux de lavage glissent donc naturellement le long de la chaussée et finissent leur course dans la bouche d'égout la plus proche. Les eaux de pluie, ainsi que les eaux de lavage qui arrivent dans les égouts, facilitent l'écoulement des eaux usées. Mais cela ne suffit pas à entretenir ce réseau, qui est régulièrement sujet à des ensablements. En plus de l'usage des imposants bateaux-vannes, un autre système ingénieux a été mis en place à la fin du XIXe siècle. Il s'agit des réservoirs de chasse. Plusieurs centaines de ces réserves d'eau non potable sont disséminées dans l'ensemble du réseau et sont régulièrement entretenues par les égoutiers. 1, 2, 3. Je peux la poser là, une fois, et puis on la met là. C'est un petit peu un système préventif pour éviter d'avoir des dépôts de matière organique, des ratières qui se formeraient. Et ça permet de créer des mouvements de chasse d'eau qui permettent aussi de ventiler les ouvrages et de prévenir les curages en règle générale et d'aider aussi les équipes de curage ponctuellement à pouvoir intervenir sur des portions d'égout où il y aurait des problèmes. Plusieurs fois par jour, ces réservoirs se remplissent et libèrent 5 mètres cubes d'eau en moyenne. Cette eau rapide et sous pression permet de dégager les égouts de petite taille au quotidien et participe ainsi à leur nettoyage. En fait, ouais, c'est un petit peu comme chez soi, hein. C'est une chasse d'eau en version XXL, quoi, en fait. Grâce à l'eau prélevée dans le canal de l'Ourcq et dans la Seine, les égouts sont nettoyés de manière quasi autonome. Le réseau d'eau non potable est donc indispensable pour faire circuler les eaux usées dans les 2600 km de canalisation hébergés dans le sous-sol parisien. Mais lorsque les pluies sont trop intenses, l'eau peut se transformer en ennemi redoutable. En cas d'orage important, l'ensemble des eaux de pluie ruisselle dans les caniveaux et rejoint les eaux usées dans les égouts. Le niveau d'eau peut alors dangereusement augmenter, jusqu'à saturation du réseau. Quand il pleut très fort, comme tout est mélangé, on peut avoir des inondations. Les tuyaux sont gros, mais néanmoins les pluies peuvent être très fortes. Et dans ce cas-là, on inonderait Paris. Alors pour ne pas inonder certains quartiers de Paris, en fait, a été conçu il y a très longtemps un système d'assainissement dont le trop-plein, on appelle ça le trop-plein, se déverse en Seine par ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. Paris compte au total 44 déversoirs d'orage, des galeries qui connectent directement le réseau d'égouts à la Seine. En cas de saturation, et pour éviter que les égouts ne débordent, ces soupapes de sécurité sont ouvertes pour délester dans le fleuve les eaux usées mélangées aux eaux de pluie. A l'inverse, en cas de crue exceptionnelle, ces déversoirs d'orage sont fermés pour empêcher l'eau de la Seine de pénétrer à l'intérieur des égouts. Ces déversoirs d'orage sont en fait donc des ouvrages de connexion entre le réseau d'assainissement et le milieu naturel qu'est la Seine. Quand il pleut trop fort, le déversoir d'orage va évacuer ce trop-plein. Parce que les eaux usées sont très polluantes, d'immenses réservoirs souterrains ont été construits dans les années 1990 afin d'éviter de déverser les eaux des égouts dans la Seine. Ils sont situés aux abords du fleuve, comme ici dans le 12e arrondissement, sous le parc de Bercy. Ce gigantesque complexe de stockage est composé d'une série de 4 compartiments mesurant au total 200 mètres de long sur 13 mètres de large.
En cas de forte pluie, l'ensemble des bassins peut stocker jusqu'à 17 000 mètres cubes d'eau en provenance des égouts, soit l'équivalent de plus de 4 piscines olympiques. Une fois que la pluie est passée, on va restituer ces volumes tout simplement dans le réseau d'égouts qui achemine à nouveau les eaux en question vers la station d'épuration où elles vont pouvoir être traitées dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, tout est fait pour préserver au maximum la qualité de la Seine. Grâce à ces différentes structures de retenue, Paris est capable de stocker plus de 142 000 mètres cubes d'eau usée en cas de pluies intensives, soit l'équivalent du volume de 38 piscines olympiques. Depuis 20 ans, ce système a fait ses preuves. Il a permis de diviser par 10 le volume des eaux déversées dans la Seine. Aujourd'hui, la préservation de l'environnement est la priorité numéro 1. En fin de parcours, après avoir transité dans les centaines de kilomètres de canalisation de la capitale, les eaux usées sont ensuite acheminées dans des usines vers le nord-ouest de Paris. Le réseau d'égouts termine sa course dans d'immenses stations de dépollution, comme ici, dans la ville de Colombes. Cette gigantesque usine traite chaque année les eaux usées de plus d'1 million d'habitants. Unique en Europe, elle possède la particularité d'être en grande partie enterrée. Les 2/3 de ces installations sont en effet cachées sous terre. Ici, les eaux en provenance des égouts vont subir un véritable traitement de choc. La première étape consiste à éliminer les déchets les plus grossiers. Débris végétaux, lingettes ou encore morceaux de plastique, tous ces détritus passent à travers les mailles d'énormes filtres. Ce sont des grilles plus ou moins fines qui vont capter ces déchets, les compacter, les essorer et les envoyer en centre de traitement. Après avoir traversé les grilles, l'eau poursuit son parcours au sein d'immenses bassins de décantation. Sur la région parisienne, il y a des chantiers, je dirais, à longueur d'année, et ça engendre des dépôts de granulés, de minéraux, ce qu'on appelle des sables, qu'on va récupérer dans des dessableurs. Donc on va ralentir le débit de l'eau, et ces matières vont se décanter au fond des dessableurs, on va les récupérer. Ces immenses compartiments ont 2 fonctions. Ils permettent de récupérer les sables plus lourds qui tombent au fond des bassins. Pendant ce temps, les graisses remontent naturellement à la surface et sont récupérées au moyen d'immenses racloirs. L'eau est à présent débarrassée des matières les plus grossières. Mais elle contient encore de nombreuses substances invisibles issues des matières organiques comme le carbone, le phosphore ou encore l'azote. Pour capter ces éléments dissous, l'eau va alors subir 2 sortes de traitements de choc. Un premier traitement chimique va permettre de capter les molécules de carbone et de phosphore. Puis, l'eau va être mise au contact de millions de bactéries qui vont digérer l'azote issu des urines. C'est l'étape de biofiltration. À l'issue de ces traitements chimiques et biologiques, l'eau a été totalement dépolluée en un temps record. Chaque goutte d'eau est traitée en seulement 2 heures sur le site avant d'être rejetée dans la Seine. Le réseau d'assainissement et l'augmentation des performances de traitement des eaux usées a permis de redonner un meilleur état écologique au milieu naturel, donc à la Seine ou à la Marne. Aujourd'hui, on constate que la vie piscicole se développe de plus en plus et on constate de nouvelles espèces chaque année. Grâce à l'amélioration des techniques de dépollution, les eaux rejetées dans la Seine sont sans danger pour la vie aquatique. Chaque année, ce sont plusieurs milliards de litres d'eau qui sont ainsi restitués au milieu naturel. Aujourd'hui, l'ensemble du réseau d'assainissement, depuis la collecte des eaux usées jusqu'à leur dépollution, fait l'objet de réflexions pour préserver l'environnement et valoriser les effluents. Et si les égouts devenaient une source d'énergie? Les égouts, pendant longtemps, et d'ailleurs ils ont été conçus comme tels, sont un déchet qu'il faut passer sous terre. Les réflexions d'aujourd'hui, elles vont dans un sens de plus en plus ouvert vers non, les égouts peuvent servir à autre chose qu'à évacuer les déchets, même si, bien sûr, ils gardent leur fonction de base. Il est vrai que dans le cas de l'assainissement, les eaux usées peuvent être utilisées pour chauffer les bâtiments. On installe un échangeur dans l'égout
le plus proche possible du bâtiment qui permet de réchauffer le bâtiment via une installation de chauffage. Récupérer la chaleur issue des égouts pour réchauffer des bâtiments, voilà la surprenante innovation mise en place dans la capitale depuis 2016. Les eaux qui circulent en égout sont à une température qui varie entre 14 et 20 degrés, grâce au rejet d'eau chaude de la salle de bain, mais aussi des machines à laver le linge et la vaisselle des Parisiens. Au moyen d'un échangeur thermique, il est ainsi possible de récupérer cette précieuse chaleur en provenance des égouts. Aujourd'hui, cet ingénieux système permet notamment de chauffer des bâtiments publics et une piscine située dans le 14e arrondissement de Paris. La pompe à chaleur située dans le sous-sol de la piscine permet de chauffer l'eau des douches, mais aussi celle du bassin, à une température de 26 degrés. Le premier retour qu'on a, c'est que c'est idéal pour les piscines, parce que les piscines ont un fond de chauffage permanent, et donc c'est très intéressant. Et donc la stratégie parisienne, c'est effectivement de valoriser cette source énergétique en déployant de plus en plus de sites. En récupérant la chaleur en provenance des égouts, cette piscine a baissé sa facture d'électricité de 70%. Dans les années à venir, des établissements scolaires et des bâtiments publics seront équipés de ce système. Les égouts sont donc en passe de devenir une source d'énergie renouvelable non négligeable pour Paris. Grâce à la prouesse architecturale et à la pensée visionnaire d'Eugène Belgrand, le réseau d'égouts de Paris a pu traverser les siècles. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit quand même que c'était des bâtisseurs absolument visionnaires d'avoir créé un système qui est encore en usage actuellement. Le résultat, c'est que les autres villes ont dû renouveler leur équipement beaucoup plus souvent que Paris. Et Paris a un système qui fonctionne depuis le 19e siècle sans des aménagements très importants. Se dire que ces infrastructures ont plus d'un siècle me permet de dire que le réseau d'assainissement est un élément du patrimoine de Paris. Au fil du temps, le réseau d'égouts parisien a aussi su se moderniser pour continuer d'assurer ses missions tout en préservant au maximum l'environnement. Le réseau d'égouts parisien est très ancien et à la fois très neuf. Très ancien par sa structure et par les plus de 2000 km qu'elle compose, et très neuf parce qu'on y a mis tout un tas d'installations modernes. Aujourd'hui, le réseau d'assainissement parisien est un savant mélange de patrimoine historique et de modernité. Mais cette immense infrastructure ne pourrait fonctionner sans les centaines d'hommes et de femmes qui contribuent à son entretien quotidien. C'est une infrastructure, les équipements, mais aussi les égoutiers, les égoutières qui y travaillent, permettent à la ville de se développer, permettent à la ville de vivre. Ce sont des acteurs invisibles de notre qualité de vie au quotidien. C'est un petit peu l'ange gardien des Parisiens sur la salubrité. C'est un maillon essentiel. Il faut être fier d'être égoutier. Chaque jour, les eaux usées des Parisiens sont acheminées et traitées en toute discrétion via les égouts. Un défi technique et humain qui permet à la ville lumière de continuer de rayonner en surface.